Amérir un avion de ligne sur l'océan, à des kilomètres de toute terre, est une manœuvre que très peu de pilotes ont tentée. Pour y parvenir, nous devrions affronter d'énormes vagues, des délais de sauvetage longs, des requins possibles et une eau glacée. Même avec un amérissage réussi, la survie resterait incertaine. Mais cela s'est en fait produit à quelques reprises dans l'histoire, et l'un de ces cas a eu lieu au printemps 1970 avec la compagnie charter américaine peu connue Overseas, National Airways. ONA, comme on l'appelait, était un transporteur spécialisé dans le fret militaire, les vols charter, les contrats et la location avec d'autres compagnies aériennes. Et en 1970, ils exploitaient une flotte composée de Douglas DC-8, DC-9 ainsi que de plusieurs Lockheed Electra. Au cours de l'année précédente, ONA avait été approché avec une proposition de contrat de location par ALM, Antillian Airlines, qui à cette époque était une filiale de la compagnie néerlandaise KLM et le transporteur national des Antilles néerlandaises. ALM exploitait un réseau de lignes reliant différentes îles sous contrôle néerlandais dans les Caraïbes, dont Aruba, Curaçao et Saint-Martin. Mais ils cherchèrent désormais aussi à se développer en ajoutant un vol direct entre Saint-Martin et New York, en utilisant un avion loué à ONA. Saint-Martin est une petite île des Caraïbes située à environ 270 km à l'est de Porto Rico, qui se distingue par sa division presque égale entre la France et les Pays-Bas. L'île est desservie par l'aéroport international Princess Juliana, situé du côté néerlandais de l'île. Vous en avez peut-être déjà entendu parler grâce aux vidéos virales de personnes tentant de résister aux réacteurs sur la plage de Mao. Ce n'est pas quelque chose que je recommande. Aujourd'hui, l'aéroport Princess Juliana peut accueillir des avions aussi grands que des Boeing 747, mais en 1970, l'aéroport était beaucoup moins développé. Et la piste ne mesurait que 5249 pieds de long, avec de l'eau à chaque extrémité. Cela la rendait trop courte pour les DC-8 quadrimoteurs d'ONA, mais le président directeur général de ONA a réussi à convaincre ALM que les vols vers New York pouvaient tout de même être opérés avec leur DC-9 bimoteur. Maintenant, utiliser un DC-9 rendait cette route techniquement possible, mais aussi assez difficile en pratique. Vous voyez, même si un DC-9 pouvait facilement atterrir sur la courte piste de Saint-Martin, la plupart des modèles n'avaient pas assez d'autonomie pour voler sans escale entre là-bas et New York, à moins d'être très légèrement chargés. La seule variante de DC-9 dans la flotte d'ONA capable de faire ce trajet sans escale avec une charge passager raisonnable était le seul DC-9-33 de la compagnie, qui avait juste assez d'autonomie supplémentaire pour répondre aux exigences légales. Donc c'est dit et fait. ONA et ALM ont accepté de lancer ce service en utilisant cet avion dans le cadre d'un contrat appelé Dump Lease, où ONA fournirait l'avion et l'équipage de conduite, tandis que ALM fournirait le personnel de cabine et s'occuperait de la vente des billets. Mais il y a eu pas mal de problèmes avec cet arrangement dès le début. L'un des principaux problèmes était qu'un vol en ligne droite entre New York et Saint-Martin ne pouvait légalement pas être effectué par un avion bimoteur, car les règles d'exploitation prolongée des avions bimoteurs, ou ETOPS, n'existaient pas encore à l'époque. En 1970, les avions bimoteurs devaient rester à moins d'une heure de vol sur un moteur d'un aéroport adapté en cas de panne. Et sur cette route, il y avait un très court tronçon où l'aéroport le plus proche se trouvait à un peu plus d'une heure de distance. La FAA a donc d'abord refusé d'approuver les vols proposés. Cela posait un problème majeur pour ONA et ALM qui avaient déjà commencé à promouvoir le service. La FAA a suggéré de faire passer les vols par les Bahamas pour rester près des côtes. Mais cela rallongerait aussi le trajet, forçant les vols à faire une escale pour se ravitailler. Et s'ils faisaient cela, ONA perdrait de l'argent sur ces vols, alors qu'ils étaient déjà déficitaires dans l'ensemble. Ce n'était donc pas envisageable pour eux, même quelques jours avant le début des vols. McDonnell Douglas est venu à la rescousse d'ONA en publiant une nouvelle procédure de descente monomoteur qui a étendu la portée d'une heure, assez pour combler le manque du trajet initial. Cela signifiait que la FAA a finalement approuvé ces vols sans escale, mais cela n'a pas résolu tous les problèmes. Le DC-933 ne pouvait faire ce trajet sans escale que si les conditions étaient parfaites. En cas de retard dû à la météo ou au trafic, le contrat stipulait que les vols pouvaient faire une escale carburant sur l'île de Bermude. Le plan était donc de décoller de New York, généralement vers les Bermudes, puis avant de traverser l'île.
Les pilotes déterminaient s'ils pouvaient atteindre Saint-Martin avec la marge de carburant requise. Si oui, ils poursuivaient directement sans escale. C'était un peu compliqué, mais par miracle, la liaison entre New York et Saint-Martin a commencé comme prévu en janvier 1970. La FAA a rapidement menacé d'immobiliser à nouveau les vols, cette fois en raison d'un différend sur les sièges du cockpit du DC-9. Vous voyez, à l'époque des premiers vols transocéaniques, des navigateurs étaient employés pour calculer la route de l'avion lorsqu'il était hors de portée des aides à la navigation au sol au-dessus de l'océan, et en 1970, les navigateurs devenaient rapidement obsolètes. Mais ONA avait encore un contrat avec le syndicat des navigateurs qui durait jusqu'en 1971. Et selon ce contrat, tout vol qui sortait de la portée des aides à la navigation au sol devait avoir un navigateur à bord. Et un très court segment de cette route répondait à ces critères. Donc ONA était obligé de fournir un navigateur qualifié. Cependant, ONA avait déjà prévu que les pilotes franchissent cet écart avec le nouvel équipement de navigation longue portée LORAN-C. Donc en réalité, il n'y avait rien à faire pour ce navigateur. Mais malgré tout, il devait être présent. Le DC-9 était conçu pour un équipage de cockpit de 2 personnes, pas 3. Donc, le navigateur devait s'asseoir sur le minuscule et inconfortable strapontin pendant les 3h30 de vol aller puis de retour depuis Saint-Martin. Et peu de temps après le début du service, la FAA a envoyé un inspecteur pour accompagner l'un des vols lors d'un contrôle opérationnel de routine. Le siège d'appoint étant indisponible, les pilotes ont demandé à l'inspecteur de s'asseoir dans la cabine. Cela était inacceptable pour la FAA car elle devait surveiller les procédures de l'équipage. En conséquence, la FAA a menacé d'immobiliser les vols immédiatement. ONA a dû conclure rapidement un accord avec le syndicat des navigateurs pour permettre aux inspecteurs de la FAA d'occuper le siège d'appoint sur demande. Cela paraît presque comique aujourd'hui, mais cela a vraiment posé des problèmes à ONA. Et comme nous le verrons bientôt, ce ne sera pas leur dernier problème avec la FAA sur ce trajet. À ce stade, il est assez clair que ONA était sur la sellette avec la FAA pour plusieurs raisons. En avril 1970, un vol vers Saint-Martin a atterri avec moins de carburant que la quantité minimale requise, alors qu'un inspecteur de la FAA était à bord. Et pour comprendre pourquoi cela est si important dans cette histoire, nous devons parler de la façon dont la quantité de carburant requise était normalement calculée. Chaque vol devait décoller non seulement avec suffisamment de carburant pour rouler jusqu'à la piste et voler jusqu'à la destination, mais aussi assez pour effectuer une remise de gaz et se rendre jusqu'à l'aéroport de dégagement le plus éloigné désigné, puis patienter 30 minutes à 1500 pieds. C'est ce qu'on appelle la réserve finale, puis atterrir avec une réserve supplémentaire équivalente à 10% du carburant du trajet, appelé carburant de contingence. L'idée était que les vols devaient atterrir avec au moins 30 minutes de carburant de réserve et celui nécessaire pour l'aéroport de dégagement. Si pendant le trajet, l'équipage de conduite calculait qu'il atterrirait probablement avec moins de carburant que cela, alors il devait envisager de se dérouter vers un aéroport de dégagement de manière préventive, à moins qu'un atterrissage réussi à la destination ne puisse être pratiquement garanti. En avril 1970, un vol a atterri à Saint-Martin avec seulement 3400 livres de carburant, bien en dessous de la réserve finale et du carburant prévu pour l'aéroport de dégagement. Les inspecteurs ont enquêté sur la planification du vol, poussant la FAA à imposer de nouvelles exigences minimales de carburant pour le service ONA New York-Saint-Martin. Dans son bulletin, la FAA a stipulé que le carburant prévu à l'arrivée pour ces vols ne devait pas être inférieur à 7000 livres. Et ce bulletin qu'ils ont créé a ensuite été distribué à tout le personnel d'ONA le 1er mai 1970, soit un jour seulement avant les événements de cette histoire. Ainsi, le 2 mai, un équipage de vol d'ONA est alors arrivé à l'aéroport international JFK de New York pour effectuer le vol à destination de Saint-Martin. Le commandant de bord, âgé de 37 ans, totalisait 12 000 heures de vol, dont 1700 sur le DC-9 et avait un passé personnel mouvementé. Lui et le président-directeur général d'ONA étaient d'anciens camarades de l'armée de l'air. En 1967, le PDG proposa à ce commandant de devenir chef pilote d'ONA pour la flotte de DC-9, ce qu'il accepta. Il se voyait comme un aviateur traditionnel, attaché aux manches à balai et aux palonniers, évitant le pilote automatique qu'il jugeait source de paresse.
Et il était également connu pour être dur avec les élèves pilotes, ce dont il était très fier, au point qu'il se surnommait lui-même à plusieurs reprises l'assassin au visage d'ange. Mais seulement 4 mois après sa nomination comme commandant de bord du DC-9, il avait emmené des élèves policiers faire un tour pendant un entraînement. Et à peu près à la même époque, un cadet que le commandant de bord avait mal évalué l'a accusé d'avoir permis à une fille prise au hasard de s'asseoir dans le siège du copilote pendant un vol. À la suite de ces accusations, il a été contraint de démissionner de son poste de commandant de bord, bien qu'il ait continué à travailler comme instructeur. Plus tard, il s'est vu confier un élève pilote qui allait devenir le copilote du vol que nous allons bientôt aborder. Le commandant de bord avait jugé lors de sa formation que les compétences de ce copilote étaient insuffisantes pour réussir un contrôle en vol. Mais il avait tout de même envoyé le copilote chez un autre instructeur pour obtenir un second avis, et cet instructeur l'a finalement validé. Mais ONA a tout de même décidé de le licencier. Le copilote avait alors fait appel, arguant que sa période d'essai avait pris fin avec son vol de contrôle validé et qu'il n'était donc pas soumis à un licenciement discrétionnaire. Et cela a effectivement fonctionné, ce qui a entraîné sa réintégration. Il faut toutefois préciser que ce copilote n'était pas une personne très sûre de lui. Au moment de ce vol, il totalisait environ 3500 heures de vol, dont 600 sur le DC-9, mais il était sorti de sa formation tellement ébranlé qu'il avait en fait demandé à passer un certain temps en tant qu'observateur avant de commencer les vols réguliers, ce qui n'est pas quelque chose dont j'ai déjà entendu parler auparavant. Pour une raison inconnue, la compagnie aérienne a accepté. Mais à la fin du mois d'avril, on lui a dit qu'il avait été programmé comme copilote sur le vol du 2 mai à destination de Saint-Martin. Le copilote a refusé, arguant n'avoir jamais volé à l'international, ni été formé aux procédures de Saint-Martin, et ne pas connaître le système Laurent-C. Il est aussi probable qu'il ne voulait pas voler avec ce commandant de bord, si dur avec lui auparavant. Malgré ses protestations restées sans effet, il s'est présenté ce matin-là à l'aéroport JFK avec le commandant et le navigateur. Le navigateur était expérimenté, mais sans formation sur le DC-9. Comme mentionné précédemment, il n'avait aucune fonction officielle sur ce vol, hormis l'obligation contractuelle d'être présent. En plus de ces 3 membres d'équipage de conduite, il y avait également 3 agents de bord, un chef de cabine et une hôtesse à l'avant, ainsi qu'un steward à l'arrière. Les 3 membres d'équipage cabine, employés d'ALM des îles d'Aruba et de Curaçao, avaient tous suivi une formation. Sur les différences d'équipement d'urgence entre les DC-9 de ONA et d'ALM, à l'époque, il n'existait pas de formation en gestion des ressources pour la communication entre l'équipage de conduite et de cabine, donc ils n'avaient pas pratiqué celle de ONA, les procédures de coordination d'urgence, ce qui vaut la peine d'être rappelé. Quoi qu'il en soit, outre les 6 membres d'équipage, 57 passagers ont embarqué rapidement, soit 63 personnes à bord. Pendant l'embarquement des passagers, l'équipage de conduite a calculé la quantité de carburant nécessaire pour ce vol. Le commandant de bord avait lu ce nouveau bulletin sur les exigences en carburant reçu le matin même, peu avant le vol. En plus du nouveau minimum de carburant à l'arrivée imposé par la FAA, fixé à 7000 livres, le bulletin intégrait également les résultats d'une étude de consommation de carburant menée par Douglas qui imposait une augmentation supplémentaire de 10% de la consommation de carburant calculée en route. Cette augmentation provenait du fait que l'ONA avait équipé ses DC-9 de dispositifs d'assistance au décollage par réaction ou fusée J2 afin d'augmenter la charge utile autorisée lors du transport de fret depuis des aéroports situés en altitude et soumis à de fortes chaleurs. L'installation de ces fusées causait une traînée accrue, augmentant la consommation de carburant jusqu'à 10% par rapport aux prévisions de Douglas. Et puisque l'avion accidenté était un DC-9-33CF, CF signifiant cargo convertible, il était équipé des dispositifs pour fusée J2. Avec cette pénalité, le commandant a estimé à 21 000 livres le carburant nécessaire pour rejoindre la piste, décoller, voler jusqu'à Saint-Martin et atterrir. Il a ensuite ajouté 2100 livres supplémentaires pour les 10% de carburant de réserve, plus 2100 livres pour la dérivation vers l'aéroport de dégagement désigné à Saint-Thomas.
ainsi que 2200 livres comme réserve finale, pour un total de 6400 livres de carburant de réserve. Il a ensuite arrondi ce chiffre au nouveau minimum de 7000 et l'a ajouté au carburant de trajet pour un total de carburant requis de 28 000 livres. Puisque le poids au décollage n'était pas un problème ici, il a demandé au ravitailleur de remplir complètement les réservoirs, ce qui a donné une quantité finale de carburant de 28 900 livres. À mon avis, c'était une quantité tout à fait adéquate à emporter. Il est peu probable que la plupart des pilotes auraient embarqué plus, sauf en cas de prévision de retard ou de mauvais temps à destination. Les pilotes avaient reçu un bulletin météo AirMat signalant des averses et orages épars à fréquents, avec des plafonds sous 1000 pieds et une visibilité sous 2 miles. Dans certaines zones localisées à travers Porto Rico, les îles Vierges et les îles du nord des Petites Antilles, y compris Saint-Martin, c'était seulement un peu pire que le temps habituel du printemps dans les Caraïbes, donc le commandant de bord ne considérait probablement pas cela comme un problème majeur, d'autant plus que les mauvaises conditions étaient censées être assez localisées. Cela signifiait qu'une fois le ravitaillement décidé et terminé, les pilotes ont simplement poursuivi et terminé les préparatifs avant vol, prévoyant un départ tout à fait normal. Le carnet technique signalait aucune anomalie, mais les pilotes ont noté un problème avec le micro du cockpit pour les annonces au public. Le système PA ne fonctionnait pas à ce moment-là. Le système PA n'étant pas obligatoire, les pilotes l'ont seulement noté dans le carnet technique et ont poursuivi en attendant la réparation ultérieure. Mais cela allait bientôt avoir des conséquences assez graves. Enfin, après avoir embarqué tous les passagers et les bagages, l'avion a effectué le pushback depuis la porte à 11h02. Sous le vol 980 d'ALM Antillean Airlines, le commandant de bord était pilote en fonction et le copilote, pilote surveillant. Ils ont roulé normalement vers la piste, puis ont effectué un décollage standard, grimpant dans l'air frais du printemps au-dessus de New York. Pour ses calculs de carburant, le commandant avait prévu une altitude de croisière de 29 000 pieds et une vitesse de Mach 0,78 pour la première moitié du vol. Ensuite, une configuration de croisière à long rayon d'action était utilisée pour la seconde moitié du vol. C'est un réglage qui équilibre vitesse et consommation de carburant pour atteindre la portée optimale. Ceci est important car les avions à réaction sont plus efficaces à haute altitude, ce qui entraîne une consommation de carburant moindre. Le gain d'efficacité est si important qu'il compense largement le carburant supplémentaire requis pour atteindre cette altitude. C'est pourquoi les pilotes de jet essaient de monter aussi haut que possible, même lors de vols assez courts. Quoi qu'il en soit, alors que le vol 980 continuait vers le sud-est au-dessus de l'Atlantique, les pilotes suivaient leur plan de vol sans rien remarquer d'inhabituel. La consommation de carburant était conforme à leurs calculs. Ainsi, au point de décision à la hauteur des Bermudes, l'équipage a décidé de maintenir une route directe vers Saint-Martin sans s'arrêter pour faire le plein. Mais au cours des 2 heures suivantes, les hypothèses du plan de vol ont commencé à légèrement varier. Des orages se formaient le long de leur route et les pilotes ont donc été contraints de faire des déviations météorologiques en progressant vers le sud et ils ont également rencontré quelques légères turbulences. Ainsi, le commandant est finalement descendu du niveau de vol 290 au niveau 270 et a également réduit la vitesse à Mach 0,74 à la recherche d'un air plus calme. Un peu plus tard, ils sont descendus davantage jusqu'au niveau de vol 250 et ont ralenti à Mach 0,72. De plus, dans une tentative de réduire les turbulences, même si je ne vois pas vraiment en quoi ralentir en dessous de la vitesse de pénétration des turbulences aurait été utile. Quoi qu'il en soit, ces écarts ont entraîné une consommation de carburant supérieure à celle prévue et ont également repoussé leur heure d'arrivée estimée de 14h42 à 15h. Le commandant de bord pensait qu'ils atterriraient avec 6000 livres de carburant après avoir utilisé presque tout le carburant continu de 2100 livres. Mais bien sûr, ce genre de situation, c'est précisément à cela que sert le carburant continu en route. Peu de temps après avoir franchi l'intersection Guava à 211 000 au nord de Saint-Martin, le vol 980 a contacté le centre de contrôle aérien de San Juan à Porto Rico, qui l'a autorisé à descendre à 10 000 pieds, mais San Juan a également signalé que la dernière observation météorologique de l'aéroport international Princess Juliana était désormais en dessous des minimums d'approche. Vous voyez, parce que la piste de l'aéroport s'étendait dans l'eau aux 2 extrémités,
Il n'y avait aucun emplacement pour installer un ILS, et il n'y en a d'ailleurs toujours pas aujourd'hui. Aujourd'hui, les avions utilisent le GPS pour les approches aux instruments, mais en 1970, seule une approche non précise, assez difficile, existait. Elle reposait sur un NDB à 600 mètres au sud du seuil de la piste 09 et la procédure exigeait que l'équipage s'établisse d'abord au-dessus du NDB, puis s'aligner sur un cap de 295 degrés avant un retournement à gauche pour revenir sur un cap d'entrée de 105 degrés vers le NDB, tout en descendant également jusqu'à l'altitude minimale de descente de 600 pieds. Si la piste était visible avant le point d'approche interrompu, les pilotes devaient alors s'aligner visuellement, la piste étant légèrement à gauche, donc l'approche était décalée par rapport à l'axe central. À cause de cela, l'approche nécessitait une base de nuages pas plus basse que 600 pieds, évidemment, et au moins 2 miles de visibilité. En apprenant que la météo était sous les minimums, le commandant du vol 94 a réagi. Il a vite conclu que l'approche était impossible et a décidé de détourner le vol vers San Juan en attendant une amélioration météo. Après avoir mis l'avion cap à l'ouest, s'éloignant de Saint-Martin, il a contacté Princess Juliana, la tour via la radio HF afin d'en savoir plus sur la situation météorologique et de vérifier à quel point elle était réellement mauvaise. La tour a alors répondu que ils avaient déjà informé San Juan que les conditions étaient sous les minimums, mais c'était un peu amélioré. Avec une base de nuages fragmentée à 1000 pieds et une visibilité de 4 à 5 miles sous une pluie continue, il a fallu plusieurs tentatives à l'équipage pour comprendre ce rapport concernant la connexion HF instable et presque interrompue. Mais lorsqu'ils ont finalement compris, le commandant de bord a conclu que la météo s'améliorait désormais et qu'une tentative d'atterrissage pouvait donc être effectuée. Il est donc passé sur la fréquence du contrôleur aérien de San Juan et a demandé une autorisation pour retourner vers Saint-Martin, qui lui a également été accordée. Je souhaite maintenant faire une pause pour aborder la prise de décision stratégique. À ce stade, le commandant devait considérer divers facteurs, dont une consommation de carburant supérieure aux prévisions. Le fait qu'il s'était maintenant éloigné de Saint-Martin depuis plusieurs minutes, brûlant encore plus de carburant, et que la tour de Princess Juliana signalait toujours des pluies continues. Par ailleurs, les prévisions évoquaient seulement des zones localisées à faible visibilité. Il aurait donc probablement estimé que les chances d'un atterrissage réussi étaient assez élevées si la tempête s'éloignait déjà du terrain. La question serait donc de savoir s'il était sûr de retourner à Saint-Martin en avion. Ils pouvaient remettre les gaz puis rejoindre leur aérodrome de dégagement à Saint-Thomas dans les îles Vierges américaines. Il leur restait 5800 livres de carburant alors que le détour vers Saint-Thomas demandait environ 2100 livres et le commandant de bord savait qu'il devait idéalement atterrir à la destination avec pas moins de 4003 livres restantes, c'est-à-dire le carburant de déroutement, plus la réserve finale. S'il prévoyait d'atterrir avec moins, il devait envisager de se dérouter immédiatement plutôt que de tenter l'atterrissage à destination. Souvenez-vous de ce vol d'avril qui avait atterri à Saint-Martin avec moins que le carburant minimum, déclenchant l'enquête de la FAA. En fait, le commandant de bord de ce vol était le même que celui qui avait volé à ce moment-là. Et pour aggraver les choses, ni le copilote inexpérimenté et peu affirmé, ni le navigateur n'étaient en position de remettre en question ses prises de décision. Vu la grande différence d'expérience et d'ancienneté, et aussi parce que le navigateur n'était pas dans le cockpit à ce moment-là, il n'est donc peut-être pas très surprenant que le commandant de bord ait décidé qu'il pouvait y arriver et, plus important encore, que personne n'ait remis en question sa décision. Le commandant a estimé qu'en cas d'approche réussie, ils atterriraient à 15h05 avec 4400 livres de carburant juste au-dessus du minimum légal. Mais cette prévision supposait qu'on leur donnerait le trajet le plus direct vers le point d'approche. En réalité, le vol 980 a reçu des vecteurs d'attente à cause d'un peu de trafic dans la zone. La plupart de ces vecteurs ont ensuite été suivis à une altitude de 2500 pieds, entraînant une consommation de 800 livres de carburant de plus que prévu par le commandant de bord. En fait, le vol n'a même pas reçu son autorisation d'approche avant 15h15, soit 10 minutes après que le commandant de bord avait calculé qu'il devrait être au sol.
Et à ce stade, un déroutement immédiat vers Saint-Thomas aurait probablement dû être effectué, puisqu'il était désormais évident qu'ils allaient atterrir avec un carburant inférieur au minimum requis pour un déroutement. Dans une situation comme celle-ci, vous ne devriez vous engager vers votre destination que si la météo permet clairement d'atterrir. S'ils essayaient cette approche et rataient leur atterrissage, ils auraient juste assez de carburant pour rejoindre Saint-Thomas. Et aucun pilote ne veut se retrouver dans ce genre de situation. En fait, rien que d'y penser, ça me donne la chair de poule. Mais ce commandant de bord a quand même continué et la raison était probablement ce mal classique que nous appelons le « get their itis ». Vous voyez, du point de vue du commandant de bord, les conditions étaient supérieures au minimum et l'atterrissage semblait probable. Dans ce cas, ils arriveraient à destination et tout le monde serait content. Bien sûr, s'ils devaient effectuer une remise de gaz et se dérouter, ce serait une situation inconfortable et limite, mais cela n'arriverait probablement pas. Et s'il atterrissait à destination, ce serait moins compliqué et cela permettrait aussi d'économiser beaucoup de carburant. C'est exactement comme ça que le syndrome du « get their itis » vous attrape et vous piège dans un tunnel de mauvaises décisions. Aujourd'hui, les pilotes sont formés à éviter cela grâce à des techniques de gestion des menaces et erreurs, incluant l'anticipation de risques comme une hausse de consommation de carburant, la définition de seuils décisionnels clairs, comme des niveaux minimums de carburant imposant un déroutement, et un nombre maximal d'approches fixées à l'avance. C'est un sujet dont mon ami Ben et moi parlons souvent dans notre podcast « Captain Speaking », que j'espère que vous avez déjà écouté. Sinon, il y a un lien ici en haut. Maintenant, un autre facteur vraiment important est le rôle du pilote surveillant ici, qui doit toujours agir comme la voix de la raison, détourner le commandant de bord de son obsession d'arriver. Mais le copilote, dans ce cas, ne semblait pas avoir dit grand-chose, et aucune véritable analyse de la menace n'a été faite par aucun d'eux. Il faut aussi préciser que les pilotes ignoraient que le bulletin météo de l'aéroport Princesse Juliana ne reflétait pas la réalité sur place, sur le trajet d'approche. Le dernier bulletin signalait des nuages fragmentés à 1000 pieds et une visibilité de 2 à 3 miles. Mais cette mesure avait été prise en référence aux collines à l'est de l'aéroport, alors que l'approche se faisait par l'ouest puisqu'il n'y avait aucun relief au sud-ouest. Seuls les contrôleurs aériens au-dessus de l'eau libre ne pouvaient pas évaluer précisément la visibilité dans cette direction, contrairement aux personnes présentes dans la zone lors de cette approche qui ont rapporté qu'une averse stationnait à courte distance de l'extrémité d'approche de la piste 09 et la visibilité locale dans cette zone était peut-être aussi faible qu'un demi à un quart de mile. Toujours inconscient de ce fait, le pilote a rapidement survolé le NDB et a commencé à s'éloigner tout en descendant à 600 pieds. Conformément à la procédure, ils ont continuellement configuré l'avion, sélectionnant rapidement les volets 25, sortant le train d'atterrissage et ralentissant l'avion à 140 nœuds. Le commandant de bord a ensuite effectué le virage d'approche en direction générale de la piste. Mais lorsqu'ils sont sortis de la pluie et ont aperçu l'aéroport, il s'est rendu compte qu'ils avaient dépassé l'axe central et que la piste était désormais trop loin sur leur gauche pour pouvoir s'aligner visuellement. À ce moment, il leur restait environ 3800 livres de carburant, suffisant pour une remise de gaz, et voler jusqu'à Saint-Thomas avec encore un peu de carburant en réserve. Mais au lieu de prendre la décision de simplement se dérouter, l'équipage de conduite n'a même pas discuté de cette possibilité. Le commandant de bord pensait qu'il aurait pu réussir l'approche s'il avait gardé la piste en vue lors du virage de base. Il a donc décidé de maintenir 600 pieds dans la même configuration et d'effectuer un cercle serré à gauche au nord-ouest de la piste. L'idée était qu'en restant proche, il pourrait garder un contact visuel avec la piste, mais évidemment ce n'était pas ce que la procédure d'approche prévoyait qu'il devait faire. Il avait l'autorisation car le contrôleur aérien lui avait permis d'effectuer toutes les manœuvres nécessaires. Pour être clair, nous n'avons pas le droit de faire cela aujourd'hui. D'une part parce que ce n'était pas une manœuvre correctement préparée à l'avance, et d'autre part parce que la probabilité de succès aurait été assez faible. Quoi qu'il en soit, le commandant a effectué un virage serré, mais n'a pas pu empêcher l'avion d'entrer dans l'averse à l'approche. Et à cause de cela, il a de nouveau perdu de vue l'aéroport. Et pour la deuxième fois consécutive, il a redressé trop tard, avec la piste trop loin sur sa gauche. Aujourd'hui, la plupart des compagnies aériennes interdisent 3 approches sur le même aéroport, sauf si la troisième a de fortes chances de réussir.
Mais cette règle n'a été mise en place qu'à cause d'histoires comme celle-ci. Le commandant de bord a donc décidé de tenter une troisième approche, mais cette fois-ci, son plan était de faire un circuit avec les volets entièrement sortis à une vitesse de seulement 130 nœuds afin de garder un rayon de virage encore plus serré. Faire un second virage à gauche en configuration d'atterrissage complète provoquerait une consommation de carburant très élevée à cause de la traînée importante. Mais cela n'a jamais été discuté. Le copilote n'a en réalité joué qu'un rôle de simple passager à ce stade, sans aucune information sur la vie du navigateur. Ainsi, le commandant de bord a simplement effectué son virage sans aucune protestation de la part des autres membres d'équipage. Cette fois, il a réussi à garder la piste en vue durant toute la manœuvre. Mais comme il avait effectué ce virage si près du seuil, il ne restait plus assez de distance pour descendre en toute sécurité de 600 pieds jusqu'à la piste de manière stabilisée. Le commandant de bord a tenté au début, mais a vite abandonné, réalisant qu'une descente trop raide augmenterait la vitesse et risquerait de les faire dépasser la piste à l'atterrissage. Il a donc finalement effectué une remise de gaz après avoir tenté d'atterrir sans succès à 3 reprises en seulement 11 minutes. Les calculs montraient qu'ils auraient dû avoir environ 2200 livres de carburant à ce moment-là, ce qui était à peine au-dessus des 2100 livres théoriquement nécessaires pour rejoindre Saint-Thomas. Mais ce chiffre supposait que l'équipage monterait aussi haut que possible, en utilisant les réglages de puissance optimaux, et que toute variable inattendue pouvait entraîner une consommation de carburant réelle bien plus élevée. C'est justement pourquoi nous ne devions pas aller aussi loin dès le début. Ils étaient maintenant en pleine urgence carburant, mais cela n'a jamais été officiellement déclaré. Après avoir abandonné la troisième approche, le commandant a demandé une déviation à la tour Juliana qui les a autorisés à se diriger directement vers Saint-Thomas à 4000 pieds. Quelques instants plus tard, à 15h31, le vol 980 a été transféré au centre de contrôle régional de San Juan où on leur a annoncé qu'ils auraient bientôt une altitude plus élevée. Pendant ce temps, les pilotes ont regardé les jauges de carburant, notant des valeurs instables entre 850 et plus de 2000 livres. Maintenant, ces lectures étranges étaient peut-être causées par la condensation sur les sondes de carburant et le ballottement du peu de carburant dans les réservoirs. Mais dans tous les cas, le commandant de bord était certain qu'il ne pouvait pas rester moins de 2000 livres dans les réservoirs. Ce qui, comme l'ont montré les calculs ultérieurs, était correct, et les calculs que faisait le copilote le confirmaient également. Le problème cependant, c'est que cela ne serait toujours pas suffisant à moins qu'il ne puisse monter aussi haut que possible, aussi rapidement que possible. Peu avant 15h33, le contrôleur de San Juan a demandé au vol 980 à quelle altitude il voulait monter, et le commandant a répondu « Tout ce que vous avez de plus haut ». 1 minute plus tard, le contrôleur les autorisa à monter à 12 000 pieds et le commandant obéit aussitôt. Mais, curieusement, il a utilisé une puissance inférieure à celle qu'il aurait dû apparemment pour économiser du carburant, ce qui est en réalité l'opposé de ce qu'il faudrait faire dans cette situation. Vous voyez, il faut autant de pousser que possible, car le carburant économisé en atteignant une altitude plus élevée plus rapidement est supérieur à celui économisé en utilisant une faible puissance moteur. Ce qui est, bien sûr, quelque chose dont il aurait dû être parfaitement conscient en tant qu'instructeur, mais il est probable qu'il commençait maintenant à paniquer légèrement. Il faut aussi noter que les pilotes auraient pu déclarer une urgence carburant à ce moment-là. Et en réalité, ils étaient déjà dans cette situation plus tôt, dès qu'ils se sont rendus compte qu'ils allaient entamer la réserve finale. Cependant, à l'époque, les critères pour déclarer une urgence carburant étaient moins clairs qu'aujourd'hui. En gros, cela a été laissé à la discrétion du commandant de bord. Quoi qu'il en soit, après que le commandant de bord a initié la montée, le copilote a demandé à San Juan la distance jusqu'à Saint-Thomas et le contrôleur a répondu qu'ils étaient à 92 miles au sud-est de l'aéroport. Le commandant de bord voyait que Sainte-Croix, autre île des Vierges au sud de Saint-Thomas, était plus proche. Il a donc contacté les contrôleurs aériens et a demandé la distance jusqu'à cet endroit. Le contrôleur aérien de San Juan a répondu qu'ils étaient à 70 miles au nord-est de Sainte-Croix. Et la météo là-bas était couverte à 2000 pieds avec une visibilité de 15 miles, ce qui signifiait que le commandant de bord a immédiatement décidé de changer de cap vers cette île. Au lieu de cela, il a demandé au copilote de trouver la carte d'approche pour Sainte-Croix, mais elles avaient été mal classées dans le livret des cartes Jeppesen, donc il n'a pas pu les retrouver.
Et à ce moment-là, le copilote inexpérimenté était probablement dans un état que nous appellerions aujourd'hui une incapacité subtile. Donc, sa réaction face à cette situation qui s'aggravait a été en gros de rester figé. Cela signifiait que le commandant de bord devait l'appeler à plusieurs reprises pour obtenir une quelconque réaction de sa part. Cela a aussi amené le commandant de bord à gérer davantage d'appels radio, jusqu'à ce qu'il fasse pratiquement tout lui-même, piloter l'avion, parler au contrôleur aérien et essayer d'élaborer une stratégie. La formation à la gestion des ressources apprend à éviter une répartition inégale des tâches. Mais rappelez-vous, ces hommes n'avaient pas reçu ce type de formation. Même avec une meilleure répartition des tâches, cela n'aurait rien changé. À cause de la montée inefficace du commandant de bord, ils avaient maintenant consommé suffisamment de carburant pour que Saint-Thomas et Sainte-Croix soient toutes deux hors de portée. Et en fait, le seul aéroport encore à portée était désormais Saint-Martin lui-même, là où il venait d'échouer à atterrir à 3 reprises. À leur grande horreur, alors qu'ils montaient à 7000 pieds, les jauges indiquèrent qu'il ne restait que 550 livres de carburant. Quelques secondes plus tard, les voyants jaunes signalant une basse pression de carburant se sont allumés, avertissant l'équipage que les moteurs allaient bientôt s'éteindre par manque de carburant. À ce moment-là, ils ont compris que, sans miracle, ils tomberaient en panne de carburant au-dessus de la mer des Caraïbes agitée. Dès que cette réalité s'est imposée, le pilote a appelé le chef de cabine dans le poste de pilotage et l'a informé qu'ils étaient maintenant à court de carburant et qu'ils pourraient devoir amérir l'avion. Mais l'utilisation du mot « pourrait » par le commandant de bord a amené le chef de cabine à penser qu'il ne s'agissait que d'une mesure de précaution et qu'il recevrait d'autres instructions si un amérissage devenait réellement nécessaire. C'est pourquoi la formation moderne au CRM inclut aussi la coordination et la communication entre pilote et équipage de cabine. Parce que vous ne voulez vraiment pas que ce genre de malentendu se produise. En conséquence, le chef de cabine a alors informé les passagers qu'ils allaient se préparer à un amérissage possible, mais ils ne savaient pas s'ils auraient du temps ni combien de temps avant que cet amérissage n'ait lieu. Sans cette information, le chef de cabine a pris une décision judicieuse. La première étape la plus importante devait être prise, à savoir faire enfiler les gilets de sauvetage à tous les passagers. L'équipage a vite entamé la démonstration des gilets de sauvetage. Mais le processus d'enfilage des gilets de sauvetage s'est avéré bien plus compliqué qu'ils ne l'avaient imaginé. De nombreux passagers ont eu du mal à sortir les gilets de sauvetage des pochettes situées sous leur siège. Certains n'arrivaient pas à ouvrir les emballages plastiques, tandis que d'autres étaient confus quant à la manière de serrer les sangles à la taille. Il y avait également 2 types différents de gilets de sauvetage à bord, chacun nécessitant une procédure d'enfilage légèrement différente, ce qui n'a clairement pas aidé. De plus, certains passagers pensaient qu'un amérissage était peu probable, les préparatifs étant présentés comme préventifs. Ils n'ont donc pris aucune mesure. Et certains d'entre eux sont même sortis de leur siège et ont commencé à se promener dans la cabine, prenant des photos au lieu de se préparer. Le navigateur a tenté d'aider le chef de cabine à repositionner le radeau de sauvetage avant, mais il était si lourd qu'un passager a dû les assister pour le sortir de son compartiment dédié. Dans le poste de pilotage, le commandant de bord était maintenant confronté à une décision tactique encore plus difficile. Un amérissage sur l'océan exige beaucoup de précautions. La meilleure méthode est d'identifier la direction de la houle et de se placer parallèlement à la crête, pour éviter de percuter une vague de plein fouet, ce qui risquerait de disloquer l'appareil. Et lors d'un amérissage, il est également préférable d'essayer de toucher l'eau avec le moins de vitesse horizontale et verticale possible. Mais s'il montait aussi haut que possible avant que le carburant ne s'épuise, puis descendait en planant sans moteur dans le but de se rapprocher de la Terre, eh bien, il devrait alors planer à travers les nuages denses et couverts avec seulement les petits instruments de secours pour les aider. Pour aggraver les choses, il n'aurait que quelques secondes pour repérer la houle sous les nuages, manœuvrer puis ralentir l'avion pour l'amérissage sans puissance moteur. Pour le commandant de bord, cela serait presque impossible. Il a donc décidé de rompre leur montée et de descendre immédiatement vers l'eau. Ainsi, il aurait plus de temps pour évaluer les conditions et ralentir l'avion avant que le carburant ne s'épuise. Il faut préciser que la poussée moteur est aussi une condition préalable dans les listes de vérification modernes pour l'amérissage. Donc, le commandant de bord avait probablement raison de faire cela à ce moment-là. À 15h38, le commandant a demandé et obtenu l'autorisation de descendre auprès du contrôleur de San Juan. Il a appelé la tour de Saint-Martin pour obtenir les dernières infos météo, au cas où.
Mais on lui a dit que la visibilité était maintenant de 2 à 3 miles et qu'elle se détériorait encore plus que lors de leur tentative d'atterrissage ratée. Donc, en écartant Saint-Martin, il est repassé sur la fréquence de San Juan et a informé le contrôleur aérien qu'il descendait vers l'eau et qu'il pourrait devoir amérir en mer. Le superviseur du centre a immédiatement réagi à cela en avertissant les gardes-côtes qui ont commencé à dépêcher des navires et des hélicoptères pour répondre à l'urgence en cours. Le contrôleur aérien de San Juan a alors de nouveau proposé de retourner à Saint-Martin, théoriquement encore à portée. Mais en raison du mauvais temps là-bas, le commandant de bord a rejeté cette idée. Avec seulement quelques minutes de carburant restantes, le vol 980 a percé la couche nuageuse à environ 500 pieds au-dessus de l'eau, et ce que les pilotes ont alors vu était probablement carrément terrifiant. La mer sous eux ne ressemblait pas aux Caraïbes des publicités de voyage. Au lieu de cela, elle était sombre et agitée, avec d'énormes vagues écumantes venant de toutes les directions. Personne n'avait jamais améri un avion de ligne dans de telles conditions, et en fait, personne ne l'a fait depuis non plus. Mais cet équipage n'avait maintenant pas d'autre choix que d'essayer. Avec les moteurs tournant presque à sec, le commandant de bord a commencé à descendre l'avion vers les vagues à partir de 500 pieds, en descendant prudemment par paliers de 100 pieds. Tous les 100 pieds, il stabilisait l'avion, ajustait sa perception de la profondeur et réduisait la vitesse pour choisir le cran de volet suivant. Il voulait atterrir avec les volets complètement sortis car cela lui permettrait de voler aussi lentement que possible sans décrocher, ce qui devrait minimiser les dégâts et les blessures. Le commandant a aussi fermé la vanne d'évacuation arrière pour éviter l'entrée d'eau. Cela faisait partie de la checklist amérissage, même s'il n'irait finalement pas beaucoup plus loin dans cette checklist. Maintenant, constatant qu'il ignorait le temps restant en vol, le navigateur est revenu dans le cockpit et a demandé au commandant, qui a répondu qu'il préviendrait, au moins quelques secondes avant l'impact. Pendant que le copilote coupait les packs de climatisation, le commandant de bord a ensuite sorti les volets à fond et l'avion a alors rapidement décéléré de 140 à seulement 90 nœuds, ce qui était très proche de sa vitesse de décrochage. Et alors qu'il faisait cela, à 15h47 minutes et 40 secondes, il a appelé le contrôleur aérien de San Juan et a dit 980. « Reçu, nous amérissons. » Et ce serait la dernière transmission de l'avion. Peu après, il a aussi disparu du radar alors qu'il volait à seulement 6 mètres au-dessus de l'eau. Le commandant de bord a alors activé l'interrupteur d'alimentation de secours pour s'assurer que ses instruments continueraient à recevoir de l'énergie du bus d'urgence, après l'extinction des moteurs. Et à peu près au même moment, il a également tenté d'alerter l'équipage de cabine afin qu'il se prépare à l'impact. Mais rappelez-vous que le système de sonorisation était hors service. Oui. En réalisant cela, il a alors clignoté 3 fois de suite le voyant « Attachez vos ceintures », pensant que cela serait interprété comme un signal d'urgence. Mais les agents de bord d'ALM n'avaient absolument aucune idée de cela, et même s'ils l'avaient eu, personne dans la cabine ne se souvenait avoir vu ou entendu les voyants clignoter ou une quelconque sonnerie. À présent, l'ordre exact de ces événements n'est pas précisément connu. Mais si le commandant de bord a activé le signal des ceintures de sécurité après avoir actionné l'interrupteur d'alimentation de secours, eh bien alors les voyants ne se seraient de toute façon pas allumés. Quoi qu'il en soit, le résultat de cela fut que personne dans la cabine n'a compris qu'un impact était imminent. Et quelques instants plus tard, le premier des moteurs s'est éteint, rapidement suivi par le second. Le commandant a crié au navigateur de se préparer depuis la porte ouverte du cockpit. Ce fut le premier et unique avertissement reçu dans la cabine avant l'impact imminent. Le navigateur a immédiatement crié au chef de cabine et au steward de s'asseoir, mais aucun d'eux n'a eu le temps d'attacher sa ceinture. Et le steward n'a même pas eu le temps de retourner à une chaise, alors il s'est simplement assis sur le radeau de sauvetage non gonflé dans la cuisine. À la place, plus à l'arrière de la cabine, un passager a crié qu'ils allaient s'écraser, alertant l'hôtesse de l'air qui aidait des passagers âgés avec leurs gilets de sauvetage. Et au lieu de s'asseoir, elle a immédiatement commencé à remonter l'allée de l'avion en poussant les gens dans leurs sièges dans une tentative désespérée de préparer la cabine. Mais malheureusement, elle n'a pas pu aller plus loin que la rangée 4. Dans le poste de pilotage, le commandant de bord a alors visé l'arrière d'une houle afin d'amortir l'impact, puis il a crié au copilote de se préparer au choc. Une fraction de seconde plus tard, le vol 980 s'est écrasé à la surface de la mer des Caraïbes avec une force énorme, estimée entre 8 et 12 G.
et le DC-9 a ensuite décéléré si brutalement qu'on pense qu'il s'est arrêté sur une distance inférieure à sa propre longueur. En un instant, les pilotes ont été submergés, l'avion piquant du nez et incliné à gauche d'environ 45 degrés. Et pendant une fraction de seconde, il semblait qu'il se déplaçait dans l'eau comme un sous-marin. Le commandant a remis les ailes à l'horizontale, ce qui a fonctionné, car les commandes de vol ne se préoccupent pas d'être dans l'eau ou l'air. Tout cela relève de la dynamique des fluides. Quand les ailes sont revenues à l'horizontale, le cockpit a émergé et le DC-9 a flotté, tanguant et roulant dans la mer agitée, presque intact. Mais à l'arrière, dans la cabine, les dégâts étaient considérables. Plusieurs personnes étaient debout lors de l'accident, dont l'hôtesse Margaret Abraham, probablement projetée à sa mort en tentant de sauver les autres. La plupart, voire la totalité des passagers qui étaient debout au moment de l'impact, ont probablement été tués sur le coup, mais un certain nombre de passagers assis ont également subi des blessures graves, voire mortelles, après que leurs sièges ont été arrachés du plancher et projetés violemment vers l'avant. 7 passagers ont aussi été éjectés de leur siège à cause de défaillance du DC-9. Des boucles de ceinture de sécurité de type ancien, en tissu et métal, qui utilisaient une prise en forme de griffe pour empêcher la boucle de se détacher. Le nombre précis de victimes de l'impact immédiat demeure inconnu, mais pour ceux qui avaient survécu, cette épreuve était loin d'être terminée. Le vol 980 flottait sur la mer, à 55 km de la Terre la plus proche, et les secours à plus de 90 minutes d'eux. Et le DC-9 a rapidement commencé à couler. Dès que l'avion s'est arrêté, l'eau a commencé à s'engouffrer par chaque trou et fissure. Alors les agents de bord survivants et le navigateur ont immédiatement essayé de déployer le radeau de sauvetage. Mais la cuisine où se trouvait le radeau a rapidement été envahie par l'eau, du matériel renversé et même un passager qui avait été projeté vers l'avant depuis la cabine. Au milieu de ce chaos, quelqu'un a accidentellement tiré sur la corde de gonflage du radeau, ce qui a provoqué son gonflage à l'intérieur de la cuisine, coupant ainsi tous les membres d'équipage restants de la cabine passager. Un passager avait ouvert l'issue de secours arrière droite, au-dessus de l'aile, permettant à certains de commencer à évacuer sur l'aile. Ils ont alors découvert que les vagues s'abattaient sur l'aile, et leur seule option était donc de sauter dans l'eau froide. Le commandant de bord s'est retrouvé coincé dans le cockpit à cause du radeau gonflé dans la cuisine, alors il est sorti par la fenêtre gauche du cockpit puis a nagé jusqu'à l'aile gauche. Il a réussi à grimper et ouvrir une issue de secours sur l'aile, aidant 2 passagers à s'échapper. Ainsi, à la porte avant droite des passagers, le radeau en gonflage a poussé le navigateur hors de la porte et dans la mer, où il a vite trouvé le paquet de toboggans non gonflés flottant. Il a donc gonflé celui-ci à la place, et les passagers qui l'ont vu et ont nagé vers lui s'y sont accrochés, l'utilisant comme un radeau de fortune. Le copilote avait initialement été coincé entre le radeau gonflé et la paroi de la cuisine. Ensuite, il a réussi à s'échapper et a vite sauté dans l'eau vers le toboggan gonflé. Pour se rendre compte qu'il avait oublié de mettre son propre gilet de sauvetage, il est donc monté sur le toboggan et a commencé à prendre le commandement de cette embarcation pour aider tous les passagers qui s'y étaient rassemblés. Lorsque le dernier passager quitta l'avion, le DC-9 coulait maintenant très rapidement et l'eau à l'intérieur avait bientôt complètement recouvert le haut des portes de sortie. Quelques instants plus tard, les survivants regardèrent l'avion s'incliner lentement vers l'avant et finalement glisser sous les vagues, né en premier pour ne plus jamais réapparaître. Les passagers et l'équipage du vol 980 de ALM flottaient désormais seuls dans l'océan, entourés de débris de l'avion et de sa cargaison, de pétrole répandu et d'autres débris. Des vagues de 3 à 4 mètres les secouaient sous un ciel sombre, traversé par la pluie battante. Soudain, une forme massive et rugissante surgit de la tempête. Ce n'était pas un navire, mais un Boeing 727 de la Panam détourné pour rechercher l'avion disparu. L'équipage du 727 a réussi à apercevoir l'épave et les survivants, puis a rapidement transmis les coordonnées à San Juan par radio, qui les a ensuite communiquées aux nombreux navires et avions déjà en route. Un hydravion de la garde côtière américaine est arrivé peu après, accompagné d'un short Skyvan d'une école de pilotage à Sainte-Croix. Les 2 équipages ont tenté de larguer des radeaux de sauvetage pour les survivants, mais ils ont été emportés trop loin, sous le vent, atterrissant à plus de 30 mètres des personnes les plus proches dans l'eau.
Le commandant de bord et le navigateur ont tous deux nagé jusqu'au radeau, mais ils n'ont ensuite pas réussi à les ramener vers les autres survivants, les laissant ainsi isolés. Passagers et équipage ont résisté 90 minutes terrifiantes avant qu'un hélicoptère Sea King de la marine américaine n'arrive pour secourir les gens dans l'eau. L'équipage de la marine a fini par secourir pas moins de 26 personnes, y compris le commandant de bord, et cela sans aucun nageur sauveteur entraîné à bord, ce qui est tout simplement incroyable. Un hélicoptère de la garde côtière américaine est arrivé peu après et a tenté de sauver plusieurs personnes avec un panier de sauvetage, mais le treuil s'est cassé après avoir secouru seulement 4 personnes, dont le navigateur et le chef de cabine. Et l'équipage de l'hélicoptère a alors tenté de secourir les personnes directement depuis l'eau en les hissant manuellement sur les patins. Mais ils ont dû abandonner et revenir à la base car les vagues, plus hautes que l'hélicoptère, rendaient le sauvetage trop dangereux. Un second hélicoptère des gardes-côtes a secouru 7 personnes, sa capacité maximale. Mais cela laissait encore 3 personnes accrochées au toboggan d'évacuation, dont le copilote, alors que la nuit commençait à tomber. Vers 18 h, 2 hélicoptères des Marines américains sont arrivés, l'un repartant après avoir récupéré un passager décédé. Le second est resté juste assez longtemps pour embarquer les 3 derniers survivants avant de repartir en urgence vers Sancroix, où il aurait atterri avec seulement 5 minutes de carburant restantes. Au total, l'opération de sauvetage héroïque a permis de sortir 40 survivants de l'eau, mais malheureusement, 23 personnes ont péri en mer, dont 22 passagers. Et l'hôtesse de l'air, Margaret Abraham, qui a été reconnue à titre posthume par le gouvernement néerlandais pour son courage. Parmi les 23 victimes, une seule a été retrouvée. Le reste a très probablement sombré avec l'avion, qui a coulé à plus de 5000 pieds de profondeur et n'a jamais été localisé ni récupéré. Le Bureau national de la sécurité des transports a reconstitué le vol grâce aux témoignages des nombreux survivants. Ils ont décidé de ne pas tenter de récupérer les boîtes noires, ce qui aurait été très difficile avec la technologie dont ils disposaient à l'époque. Ainsi, sur la base de ces témoignages directs et d'autres éléments de preuve, les enquêteurs ont conclu que la cause probable de cet accident était la décision de continuer à effectuer des tentatives d'atterrissage infructueuses à Saint-Martin jusqu'à ce qu'il ne reste plus assez de carburant pour rejoindre un aéroport de dégagement. Les conditions météorologiques à Saint-Martin, qui étaient pires que ce qui avait été communiqué à l'équipage, ont été considérées comme un facteur contributif. Et le NTSB a également écrit que davantage de personnes auraient pu survivre à l'accident s'il y avait eu une meilleure coordination entre l'équipage de conduite et l'équipage de cabine avant l'amérissage. À la suite de cet accident, de nouvelles règles ont été introduites pour garantir qu'aucun avion de ligne ne puisse décoller avec un système de sonorisation hors service, à moins qu'un moyen de communication alternatif n'ait été clairement établi. La FAA a aussi imposé de remplacer ces ceintures à boucles métalliques en tissu par des boucles entièrement métalliques modernes. Mais je pense que la véritable leçon de cette histoire, c'est que nous devons toujours prévoir le pire des scénarios, surtout lorsqu'il s'agit de la planification du carburant, et essayer de garder notre esprit constamment en avance sur l'avion en utilisant une prise de décision prudente et une bonne coordination de l'équipage. Dans cet accident, le commandant de bord a pris une série de décisions basées sur des hypothèses optimistes concernant la situation, pour être finalement déçu par la réalité à plusieurs reprises. La formation moderne nous évite de sombrer dans une pensée étroite comme celle de l'autruche. Mais à l'époque, tout ce que le commandant de bord avait, c'était son expérience et sa maîtrise du manche à balai et des gouvernes, ce qui lui a d'ailleurs valu quelques éloges dans le rapport du NTSB. Même si sa mauvaise décision lui a quand même coûté sa licence, et il est décédé en 2024 sans jamais avoir piloté un autre avion en tant que pilote. Je savais qu'il y avait des enfants à l'arrière, mais je ne les ai pas vus après l'amérissage. Comment saviez-vous qu'il y avait ces 2 enfants? Vous les avez vus embarquer? Oui. Oui. Je pense que leur père les avait accompagnés. Maintenant, regardez cette vidéo suivante que je pense que vous allez vraiment apprécier et envisagez de rejoindre mon équipage sur Patreon si vous voulez voir ma prochaine vidéo. Avant tout le monde, peut-être même aujourd'hui, en allant sur patreon.com/join/MentourPilot. Je suis Peter Hornfeld. Vous regardez Mentour Pilot. Passez une excellente journée. À la prochaine. Au revoir.